Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer ensemble les informations de ce jour. Une décision politique majeure au Liban. Réuni en session extraordinaire, le Conseil des ministres a décidé l'interdiction immédiate de toutes les activités sécuritaires et militaires du Hezbollah et l'a sommé de remettre ses armes à l'État. Une mesure justifiée par le gouvernement au nom de la souveraineté nationale et du monopole étatique sur la décision de guerre et de paix face à l'embrasement régional qui déborde au Liban. Le Liban franchit un cap politique inédit. Réunis en urgence au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, Joseph Aoun, en présence du Premier ministre Nawaf Salam, ainsi que du commandant de l'armée, le Conseil des ministres a adopté une décision d'envergure. Le Premier ministre Salam a annoncé que le gouvernement, en application de la Constitution, de l'accord de Taïf et de la déclaration ministérielle, rejette catégoriquement toute action militaire ou sécuritaire menée depuis le territoire libanais en dehors du cadre des institutions légitimes. Le Conseil a ainsi décidé l'interdiction immédiate de toutes les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah, considérées comme contraires à la loi, et l'a enjoint à remettre ses armes à l'État libanais. Le Hezbollah est appelé à limiter son action au seul champ politique dans le respect des cadres constitutionnels et légaux. Le gouvernement a également chargé les appareils sécuritaires et militaires de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout tir de roquettes ou de drones depuis le territoire libanais et pour arrêter les responsables. Par ailleurs, l'armée libanaise a été mandatée pour appliquer immédiatement et avec fermeté le plan visant à restreindre la présence d'armes au nord du fleuve Litani. La séance s'est ouverte par une minute de silence en hommage aux victimes des récentes frappes israéliennes. Cette décision marque un tournant majeur dans la gestion du dossier des armes du Hezbollah et place l'État libanais face à un défi crucial, réaffirmer son autorité pleine et entière sur l'ensemble du territoire national. Le Liban est donc de nouveau rattrapé par la guerre régionale. Des tirs revendiqués par le Hezbollah vers le nord d'Israël ont entraîné une riposte israélienne meurtrière. L'armée israélienne a lancé des frappes massives sur plusieurs régions libanaises, dont la banlieue sud de Beyrouth, et affirme avoir visé un haut responsable du mouvement. Beyrouth et le sud du Liban ont été lourdement touchés. Bilan provisoire côté libanais, au moins 31 morts et 149 blessés selon le ministère de la Santé. Et selon des informations préliminaires, les dernières frappes, au nombre de 6, ont ciblé la région de Jnah et la télévision pro-iranienne Al-Mayadin. Le ciel s'est à nouveau embrasé au-dessus de Beyrouth et au Liban Sud. L'armée israélienne a mené une série de frappes, notamment dans la banlieue sud de la capitale, bastion du Hezbollah. L'état-major parle d'une offensive appelée à durer de nombreux jours et annonce une intensification des raids. À l'origine de cette escalade, des tirs vers Israël revendiqués par le Hezbollah en solidarité avec l'Iran, alors que la confrontation entre Téhéran, Washington et Tel Aviv s'étend dans toute la région. En riposte, l'armée israélienne affirme avoir ciblé avec précision des responsables de haut rang du Hezbollah dans la région de Beyrouth, dont le chef du renseignement du Hezbollah, Hassan Mallid. Israël annonce aussi frapper des cibles du Hezbollah à travers le Liban, avec un ordre d'évacuation pour une cinquantaine de villages. Bilan officiel côté libanais, 31 morts et 149 blessés. Le chef de l'armée israélienne prévient que les frappes pourraient durer de nombreux jours. L'aviation et la marine israélienne ont également frappé des dizaines de centres de commandement du Hezbollah et du régime iranien à travers le Liban, notamment dans la banlieue sud de la capitale. Un site de stockage d'armes à tir aurait été détruit. Selon l'armée israélienne, ces centres coordonneraient les activités du Hezbollah avec Téhéran et faciliteraient des attaques contre les civils israéliens. Le chef d'état-major, Eyal Zamir, affirme qu'Israël est désormais passé à l'offensive et prévient que les combats pourraient durer plusieurs jours. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a même désigné le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, comme cible à éliminer. L'armée israélienne a également attaqué les infrastructures de l'association Al-Qard al-Hassan, liée au Hezbollah à travers le Liban. Sur le terrain, les frappes ont été particulièrement intenses dans la banlieue sud de Beyrouth.
le Liban Sud et la Bekaa. L'armée israélienne a ordonné l'évacuation de dizaines de villages du Sud, provoquant d'importants mouvements de population. Des milliers d'habitants ont fui vers le nord et vers des zones jugées plus sûres, créant de vastes embouteillages, tandis que les autorités libanaises tentent d'éviter l'engrenage. Le président Joseph Aoun déplore que le Liban soit utilisé comme plateforme de guerre qui ne le concerne pas, et le Premier ministre Nawaf Salam qualifie les tirs de roquettes d'actes irresponsables qui met le pays en danger. Le Hezbollah, qui avait promis de faire face à l'agression américano-israélienne contre l'Iran après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, a revendiqué pour la première fois des tirs directs contre Israël dans le cadre de cette guerre. Entre ripostes, menaces et appels à la retenue, le Liban se retrouve une fois de plus au cœur d'une spirale régionale dont il redoute de payer le prix fort. Toujours selon des informations non confirmées, les dernières frappes à Beyrouth auraient ciblé un haut responsable du Hezbollah. Entre-temps, la guerre au Moyen-Orient s'intensifie et change d'échelle. Le conflit régional prend une ampleur inédite. Frappes israéliennes massives en Iran, salves de missiles iraniens en Israël et dans le Golfe, infrastructures énergétiques touchées et cours du pétrole qui flambent. Le Moyen-Orient s'embrase sur plusieurs fronts. Voici les principaux développements d'une journée qui marque une nouvelle escalade régionale. La guerre franchit un nouveau seuil. En Iran, de puissantes explosions ont retenti dans la capitale ainsi que dans les régions du centre et de l'ouest du pays. L'armée israélienne affirme avoir lancé une frappe d'envergure au cœur de Téhéran, visant des cibles du régime iranien avec l'appui de ses services de renseignement. Le Croissant Rouge iranien fait état de 555 morts depuis le début de l'offensive, dont Mansouri Khojaste Bagherzadeh, l'épouse du guide suprême Ali Khamenei, qui a succombé à ses blessures lors des frappes contre sa résidence à Téhéran. Des frappes ont touché plusieurs provinces, tandis que Pékin a confirmé la mort d'un ressortissant chinois dans la capitale. Le Pentagone affirme avoir détruit le quartier général des gardiens de la Révolution, tandis que l'armée israélienne confirme avoir détruit plus de 2500 équipements militaires iraniens et 600 sites d'infrastructures. En riposte, l'Iran annonce avoir lancé des barrages de missiles contre Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem-Est. Les systèmes de défense israéliens ont été activés et les écoles ainsi que de nombreux lieux de travail resteront fermés jusqu'à mercredi. Les gardiens de la Révolution affirment avoir visé les bureaux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le quartier général de l'armée de l'air israélienne, en plus de 500 autres cibles. Dans le Golfe, un pétrolier a été touché au large d'Oman, des drones ont visé des installations énergétiques au Qatar et des unités de la raffinerie saoudienne de Ras Tannoura ont été arrêtées. La compagnie énergétique publique qatari Qatar Energy a annoncé avoir interrompu la production de gaz naturel liquéfié à la suite d'attaques iraniennes contre les installations de 2 de ses principaux sites de traitement de gaz. Sur ce, le prix du gaz européen augmente de plus de 50%. Des explosions ont été entendues au Qatar, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn qui annoncent un mort. En Irak, des drones ont été abattus près d'Erbil où stationnent des troupes américaines. Au Koweït, 3 avions américains ont été abattus par le Koweït par erreur au moment où l'Iran frappait cette région, a indiqué le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM. À Chypre, la base britannique d'Akrotiri a été frappée par un drone. Londres affirme ne pas être en guerre, mais l'implication occidentale se précise. Enfin, les États-Unis annoncent la mort d'un 4e soldat américain. Le président Donald Trump évoque une opération de 4 à 5 semaines et affirme disposer de 3 très bons choix pour diriger l'Iran à l'avenir. Il promet de venger les pertes américaines et appelle les Iraniens à reprendre le pouvoir. Par contre, Téhéran exclut toute négociation avec Washington et affirme ne se fixer aucune limite dans son droit à se défendre. Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale, assure que l'Iran est prêt à une longue guerre et se battra quel qu'en soit le prix. Enfin, l'impact économique est immédiat, le prix du pétrole décolle au-delà des $80 le baril et la navigation dans le détroit d'Ormuz, par où transite environ 20% du pétrole mondial, est paralysée. Entre fronts militaires multiples, infrastructures énergétiques touchées et menaces croisées, le Moyen-Orient entre dans une phase d'embrasement régional aux conséquences imprévisibles.
Et pour rappel, voici des images des frappes qui ont ciblé la région de Jnah à Beyrouth ainsi que la télévision pro-iranienne Al-Mayadin. Deux guerres, un même équilibre mondial en jeu. Alors que le Moyen-Orient s'embrase et que Moscou appelle à un cessez-le-feu tout en dénonçant les frappes contre des civils, Kiev redoute déjà les répercussions directes du conflit moyen-oriental sur ses capacités de défense face à la Russie. 4 ans après l'invasion de l'Ukraine, la guerre russo-ukrainienne s'est installée dans la durée, transformée en conflit d'attrition technologique et économique. Mais l'embrasement du Moyen-Orient pourrait rebattre les cartes stratégiques, détourner des ressources militaires occidentales et redéfinir les priorités des grandes puissances. Deux fronts distincts, mais un même système international sous tension. 24 février 2022. L'armée russe franchit les frontières ukrainiennes. 4 ans plus tard, la guerre déclenchée par Moscou est entrée dans sa 5e année. Le conflit le plus meurtrier sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale a changé de nature. Blitzkrieg annoncé, il est devenu une guerre d'usure. Mais aujourd'hui, où en est-on? Bilan humain, état du front, économie, diplomatie. Radiographie scientifique d'un conflit qui redessine l'Europe. Le premier constat est humain, et il est vertigineux. Selon les Nations Unies, près de 15 000 civils ont été tués en Ukraine depuis 2022. Plus de 40 600 blessés. Mais l'ONU précise que le chiffre réel est probablement bien plus élevé, notamment dans les territoires occupés, difficiles d'accès. Côté militaire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu la mort de 55 000 soldats ukrainiens. Des estimations indépendantes évoquent un bilan plus lourd, incluant des dizaines de milliers de disparus. La Russie, elle, ne communique pas officiellement. Des médias russes indépendants, s'appuyant sur des données ouvertes, estiment les pertes russes à plus de 177 000 morts. Le centre américain Center for Strategic and International Studies avance un chiffre pouvant atteindre 325 000 soldats russes tués. Au total, des centaines de milliers de morts et de blessés. Près de 6 millions d'Ukrainiens vivent désormais réfugiés à l'étranger. Une guerre démographique autant que militaire. Sur le terrain, la destruction est massive. Des villes comme Bakhmout, Toretsk ou Vovchansk ont été réduites à l'état de ruine. Les frappes russes ont ciblé les infrastructures énergétiques, plongeant des millions de civils dans le froid et l'obscurité. Près de 20% du territoire ukrainien serait contaminé par des mines. Selon un rapport conjoint du gouvernement ukrainien, de l'Union européenne, de la Banque mondiale et de l'ONU, la reconstruction coûterait plus de 500 milliards d'euros sur 10 ans, soit près de 3 fois le PIB ukrainien actuel. Les secteurs les plus touchés, transport, énergie, logement, agriculture et industrie. Les conséquences environnementales et socio-économiques, préviennent les experts, se feront sentir pendant des générations. Après les mouvements rapides de 2022 et 2023, la guerre est devenue une guerre d'attrition. La Russie contrôle environ 20% du territoire ukrainien. L'essentiel des combats se concentre dans le Donbass. Selon les analyses de l'Institute for the Study of War, Moscou contrôle la quasi-totalité de la région Lugansk et environ 83% de celle de Donetsk. Les drones dominent désormais le champ de bataille. Surveillance, frappe ciblée, saturation. La guerre technologique s'est industrialisée. Malgré une progression lente, la Russie a conquis davantage de territoires lors de la 4e année que durant les 2 précédentes. Mais l'objectif initial, renverser l'État ukrainien en quelques jours, a visiblement échoué. Volodymyr Zelensky affirme « Poutine n'a pas atteint ses objectifs, il n'a pas brisé les Ukrainiens ». À Beyrouth, Télé Liban a rencontré Dimitri Boudovi, officier ukrainien, pour nous raconter la réalité du terrain. Le plus difficile, ce n'était pas seulement les combats, c'était l'attaque délibérée contre les civils. C'était un vrai désastre. Pour lui, cette guerre ne se limite pas à quelques années de conflit. Nous ne nous attendions pas à ce genre d'action de la part de la Russie envers la population civile. L'histoire de l'Ukraine avec la Russie remonte au 7e siècle. Rappelle-t-il. Malgré cette longue histoire de tension, Dimitri souligne la détermination de son pays. Nous voulons la paix, mais malheureusement, notre voisin ne la veut pas. Nous demandons juste d'arrêter de tuer des gens. De son côté, Vladimir Poutine estime que l'Occident n'a pas réussi à infliger une défaite stratégique à la Russie.
Depuis 2025, les négociations ont repris sous l'impulsion du président américain Donald Trump. Istanbul, Abu Dhabi, Genève, plusieurs cycles de pourparlers ont eu lieu, sans percée majeure. Le principal point de blocage reste territorial. Moscou exige le retrait des forces ukrainiennes des zones encore sous contrôle de Kiev dans la région de Donetsk. L'Ukraine refuse. Kiev réclame un cessez-le-feu immédiat. Moscou conditionne toute pause à un accord global préalable. En parallèle, l'Union européenne, menée par Ursula von der Leyen, promet un soutien financier massif, dont un prêt de 90 milliards d'euros pour 2026-2027. L'économie est devenue une arme stratégique. La Russie a résisté aux sanctions occidentales en réorientant ses exportations énergétiques et en développant des circuits d'importation parallèles. Son industrie bénéficie d'un afflux massif des commandes militaires, mais les signaux d'essoufflement apparaissent. Inflation élevée, pénurie de main-d'œuvre, déficit budgétaire. Nous mettons terme à ce reportage pour passer en direct à la couverture d'une conférence de presse du président américain Donald Trump.